La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Baptiste, super content de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le podcast Premier employé par OVNI Capital. Pour remettre le contexte, le but de ce podcast, c'est de permettre aux gens qui se projettent dans une carrière de premier employé en startup de vraiment comprendre de l'intérieur ce que ça veut dire. L'idée, c'est de vraiment rapidement comprendre, toi, comment t'en es arrivé à vouloir aller dans ce type de carrière, les premières années chez Fleet et comment ton job a évolué depuis les premières années, et aussi avoir des conseils de ta part sur quelle bonne personne peut être un premier employé pour qui c'est pas forcément fait. On peut commencer déjà par peut-être te présenter rapidement ton job chez Fleet et ce que fait Fleet, et après on pourra aller sur la suite. Trop cool. Déjà, merci pour l'invitation. Peut-être pour commencer par rapidement me présenter. Donc, ça fait 4 ans et demi que je travaille chez Fleet. J'ai commencé en stage de césure. Avant ça, j'ai fait l'IESEG et j'avais fait 2 premières expériences en start-up chez Ornicar et dans une boîte qui s'appelait Everroad, qui a été rachetée par Sender, montée par Maxime Legardès, qui a lancé Maki récemment. Enfin, il y a 3 ans maintenant. Et donc, 4 ans et demi chez Fleet. J'ai eu l'occasion d'évoluer un petit peu. J'ai commencé en stage. Après, j'ai fait le launch en Espagne. On pourra en reparler. Puis Chief of Staff et la VP Growth depuis quelques mois. Et Fleet, qu'est-ce qu'on fait ? On est une boîte autofinancée, un petit peu différent que la plupart des boîtes de l'écosystème aujourd'hui. Et on va accompagner des PME et startups dans la gestion de leur IT. Donc que ce soit dans un setup international, on va permettre de les équiper un peu partout dans le monde, dans l'aspect sécurisation de leurs données. Aujourd'hui, on sait que c'est un enjeu majeur de plus en plus important. Et globalement, sur la partie gestion, voilà. Donc dès que tu as un problème sur ton ordi, on va s'en occuper, on va t'offrir une plateforme d'inventaire avec une garantie, etc. Donc voilà, une boîte très internationale. On fait plus de 70% de notre chiffre d'affaires international maintenant. Et on est à peu près une 40aine de collaborateurs. Ok. Et on fait plus ou moins 25 millions de chiffre d'affaires. Toi, t'es arrivé quand dans la boîte ? Il y avait combien d'employés ? Ouais. Donc on était une dizaine avec quelques stagiaires et alternants. Et donc la boîte avait 1 an et demi. On était une dizaine et aujourd'hui je pense que je suis plus vieil employé de la boîte. Donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de voir pas mal la boîte se structurer, se développer, etc. Et par ailleurs nouer une relation de confiance, une vraie relation avec mes 2 fondeurs. Okay. Je pense que c'est un élément clé, on pourra en reparler par la suite. Ouais, peut-être avant de passer sur ce qui t'a convaincu à rejoindre Fleet, preneur d'avoir plus d'infos sur toi, quel type d'adolescent lycéen t'étais. En fait, t'as rejoint l'écosystème startup assez tôt, dans une époque où c'était pas forcément très sexy, tu vois, 2018, rejoindre Everroad. Je me rends pas compte à quel point c'était une startup très connue à l'époque, mais c'était peut-être un petit peu moins dans le consensus d'avoir fait ça. Donc, est-ce que tu as toujours été très intéressé par la tech ? Et ensuite, on pourra découler sur Fleet. Ouais. Je pense qu'il y a 3 points pour répondre à ton sujet. Le premier point, c'est que très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que je voulais avoir pas mal d'impact. Donc, je me rappelle que j'ai commencé chez Everroad, puis après, je suis passé chez Peppernest. Je l'ai oublié. Et un peu chez Ornicar. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était faire des choses, voir un peu l'impact que ça générait, faire plein de trucs. Et je me rappelle que je travaillais en freelance chez Ornicar en même temps que chez Peppernest, le midi, le soir. Je faisais plein de trucs. Et j'ai aussi découvert les sales chez Peppernest, au fur et à mesure de faire des choses et d'apprendre. Et donc, j'ai vite compris que, en fait, les grosses entreprises, c'était pas pour moi. Long cycle de validation, très politique. Voilà, moi, je voulais faire et voir le résultat, quoi. T'as jamais essayé ? Enfin, J'ai fait 2-3 mois dans une boîte qui s'appelait Smartbox. Ok. Voilà, deuxième chose, c'est que
je me suis pas mal posé la question après 6-12 mois chez Fleet de passer en fonds et même, tu vois, en banque d'affaires, genre chez Clipperton pour Clipperton, Cambon, même, tu vois, des trucs genre Rothschild. Je voulais vraiment apprendre ce que c'était la rigueur, travailler dur et tout. Et a posteriori, je l'ai pas fait et je me dis que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que du coup, ça m'a permis, entre guillemets, de prendre un peu d'avance versus les gens de ma génération, d'aller assez deep chez Fleet et d'évoluer. Je pense qu'on est une génération, on veut faire plein de choses très vite et faire des bons. Et en fait, tu vois, il y a eu des hauts débats chez Fleet, mais avec du recul, rester chez Fleet, ça m'a permis de prendre des responsabilités. Et donc voilà, contrairement à beaucoup des gens de ma génération, je suis pas allé en banque ou en fonds, et je pense que ça m'a pas forcément desservi, pour répondre à ta question. Et le troisième point, c'est que ouais, j'ai fait l'IESEC, qui est une bonne école de co. Et tu vois, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait le SCP, donc je pense que avec pas mal de volonté et d'efforts, aujourd'hui, je pense que tout le monde, tu vois, peut rejoindre une boîte assez tôt, faire ses grades, montrer ce qu'il vaut et évoluer. Je pense que ça apporte pas mal deux choses, ces écoles. Un tampon, et deux, le réseau. Donc peut-être faut un peu plus cravacher, se battre et tout. Mais voilà, mais on voit des gens aujourd'hui assez jeunes arriver à des postes de responsabilité assez élevés. Donc je pense que ouais, aujourd'hui, toute personne est capable de, même si t'as pas forcément fait beaucoup d'école, d'évoluer, faire ses gammes et arriver à des postes assez sympas. Je pense que c'est une des seules écoles et types de boîtes où la méritocratie est quand même important. Et nous, on peut en reparler, c'est hyper important chez Fleet. Il y a d'autres cas, on valorise beaucoup le doer, tu vois, le mec qui exécute, qui se donne et qui s'investit. Donc voilà, et pas de regret aujourd'hui, quoi. Comment tu arrives à rentrer en contact avec Alexandre de Fleet? Est-ce que tu cherchais des types de boîtes précisément? Tu vois, on a reçu des gens qui regardaient tout simplement dans quelle boîte avaient investi les meilleurs VC et après les rejoignaient en tant que premier employé. Est-ce que c'est rentré en compte? Est-ce que c'était plus une question de secteur ou est-ce que c'était vraiment le classique de c'est les fondateurs, ils sont trop forts et on y va, quoi? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que à cette époque, j'avais pas encore cette réflexion hyper macro et super structurée de me dire quelle boîte je voulais rejoindre parce que j'étais encore en stage. Et la deuxième chose, c'est que oui, donc comment j'ai rejoint? En fait, à l'époque, pendant le Covid, tu sais, il y avait plein de trucs qui se passaient, je me rappelle qu'il y avait Guillaume de Lemlis qui commençait à faire plein de webinars. Moi, je commentais les trucs, fallait commenter grosse, je sais pas quoi, le post à la mode, c'était grosse à l'époque. En fait, ça voulait tout rien dire. Et donc, j'étais hyper actif sur LinkedIn et c'est comme ça qu'Alex, il m'a trouvé. Et je sais qu'en parallèle, j'avais ma cousine aussi qui travaillait là-bas en free. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, quand tu rejoins une boîte en stage, la décision, elle est pas si énorme que ça, tu vois. Donc après, il y a une deuxième décision qui s'est faite de rester sur le long terme. Et je pense que là, elle se fait plutôt sur à quel point tu estimes que tes fondeurs sont quali, ta relation que tu as avec eux, le type de boîte. Ça a couché pas mal de choses, tu vois. Je pense que les deux, ils avaient fait Rocket. J'ai vite compris que, tu vois, c'était des mecs avec qui je pouvais avoir confiance. Et a posteriori, je pense que ce que je me dis maintenant, c'est que t'as pas tant de fondeurs que ça qui sont vraiment tier one excellents. Et donc, quand t'en as, il faut capitaliser là-dessus, quoi. Ok, donc en fait, toi, t'as eu le temps de vraiment comprendre comment ils bossaient pendant le stage avant de vraiment convertir en CDI. C'est peut-être un petit peu différent de, tu vois, une Victoria qui a dû apprendre en une journée à travailler avec Lucas. Et après, elle a join en CDI. Toi, t'as eu quand même le temps de te faire une conviction sur le job, quoi. Ouais, carrément. Et en fait, le saut, comment il s'est fait, ils m'ont, tu vois, à un moment, on s'est dit, on veut lancer un premier pays, quoi. Ils m'ont dit, est-ce que t'es chaud? J'ai dit oui direct, sans même réfléchir. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait par essence. Et c'était après le stage? Ouais. J'ai fait 12 mois de stage, en gros. Et puis après, j'ai fait le lancement en espagnol. Ok. Donc toi, même si au début tu viens plutôt sur du stage, est-ce que dès le début tu dis si je viens dans cette boîte, c'est pour rester sur le long terme? Est-ce que tu dis j'ai juste envie d'apprendre auprès des fondateurs pour ensuite remonter ma boîte? C'était quoi ton état d'esprit à l'époque? Non, donc je pense que moi, effectivement, j'ai toujours voulu monter ma boîte, mais quand je suis arrivé, non, c'était purement une logique d'apprendre.
Beaucoup d'humilité, je pense, et de travail. Donc, ouais, j'étais constamment à poser des questions, parfois un peu bidon, je pense au début, je me dis maintenant. Mais, et donc, ce que j'apprécie beaucoup, ouais, c'est leur capacité d'écoute, de vouloir me faire progresser. Et je pense que, ouais, de faire mes gammes, et surtout, voilà, donc leur volonté assez caring de se dire, on va investir là-dessus. Et donc, typiquement, je posais plein de questions, beaucoup de curiosité, pas forcément que sur Fleet en tant que tel. Et ils m'ont appris plein de trucs. Et donc, du coup, bon, bah, à partir du moment où tu dis c'est des fondeurs qui sont à l'écoute, qui veulent te faire progresser, qui sont excellents, tu vois, let's go, quoi. Ouais. À l'époque, tu faisais quoi concrètement au jour le jour? Enfin, tu rejoins en stage sur quelle position? C'est quoi tes tâches? Ensuite, quand t'évolues sur la boîte, quand tu lances l'Espagne, comment ça se passe? Preneur d'avoir ces infos. Ouais, bah premier point, donc à l'époque on n'avait pas de CFO, on avait des fonctions dev, produit et quelques sales, quoi. Donc une de mes premières missions, ça avait été de travailler sur une clôture comptable, je me rappelle, et c'était vraiment de la démerde parce qu'on avait personne en finance. Et deuxième, je me rappelle qu'on commençait rapidement à scaler, et donc je me retrouvais avec des badges de recrutement de je sais pas, en 2-3 mois, recruter 5 à 10 personnes, tu vois, CDI, stagiaires compris. Et donc, fallait charbonner. C'était vraiment du doer, quoi. Des missions à droite à gauche sans avoir un scope précis. Okay. Et ouais, donc, t'as une problématique donnée et trouver la solution par toi-même. Tu te démerdes et tu fais parfois des allers-retours avec ton fondeur. Mais ouais, être doer sur différents sujets. Et j'avais pas forcément le recul pour réfléchir à comment je pourrais structurer le truc et tout, mais c'était plutôt faire des choses. Et je pense que ouais, ils ont vu ma capacité, voilà, ma volonté à faire des choses, à délivrer. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'après être assez entrepreneur, si on veut dire. Et donc après c'est dans ce cadre-là qu'ils m'ont fait cette proposition en Espagne, où là du coup j'avais, tu vois, quelques bases d'espagnol. Je dis souvent que dans la 10, j'étais peut-être à 3. Et donc, d'arriver, boum, je suis parti avec mon sac à dos pour aller chercher les premiers clients. Et puis c'est parti, quoi. Donc, voilà, et puis super expérience. Ça veut dire quoi, lancer un pays? C'est, tu dois aller chercher les bureaux. Enfin, où est-ce que s'arrêtent tes missions? Et ouais, qu'est-ce que tu fais concrètement pour le faire? Bah, je pense qu'il y a 3 choses sur ta question. La première chose, c'est pourquoi moi au début. Et je pense qu'à posteriori, c'est quelque chose qu'on théorise beaucoup maintenant chez nous, mais qui était de dire que je connaissais déjà très bien les équipes. J'avais malgré tout cette culture un peu de faire, de pas avoir peur et tout. Et donc, je pense que quand tu lances un premier pays où tu n'as pas de structuration, c'est important de lancer quelqu'un qui connaît très bien la boîte, la culture de la boîte, qui va être assez autonome, qui va, comme on dit, get shit done et savoir résoudre des problèmes au quotidien. La deuxième question, le deuxième point, c'est ouais, quelles étaient mes responsabilités. Bah, je pense que c'était pas encore très structuré. Tu vois, aujourd'hui, on a un vrai playbook avec différentes étapes, etc. Donc, au début, ouais, bah, c'est-à-dire, nous, on fait du leasing. Tu vois, notre modèle de financement, on n'a pas levé de dette. Et donc, on travaille avec des partenaires. Donc, l'idée, c'était de aller chercher les premiers clients, faire en sorte que nos partenariats avec ces banques tournent, et faire en sorte que la machine, elle ait closé du revenu, quoi. Nous, on a une culture très, on est très dans l'exécution, on va pas réfléchir 15 fois, et voilà. Et donc, aller faire les premiers milliers de CA. Ça n'a pas été simple. A posteriori, j'ai eu des moments assez compliqués. Pourquoi? Parce que j'étais dans mon pays. On n'avait pas de culture de communication régulière, de se dire ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va aller créer de la bande passante aussi dans l'équipe produit pour prendre en compte les contraintes espagnoles de notre produit, localiser ça, comment on va faire en sorte qu'il y ait des rituels, etc. Il n'y avait rien d'installé. Et donc du coup, j'étais dans mon pays à trouver mes solutions tout seul, à me retrouver parfois à jouer au ping-pong dans ma tête avec j'ai telle problématique, comment je vais la résoudre. Et aujourd'hui, tout est beaucoup plus structuré. Les fondeurs font des allers-retours. Moi, j'y vais aussi souvent dans nos différents bureaux. Et puis maintenant, entre guillemets, on déroule, quoi. C'est un bureau qui fait combien de personnes aujourd'hui? Alors, en fait, donc on a commencé avec une approche de se dire on va avoir des équipes par marché, par bureau. Donc on a
On a fait l'Espagne, puis on a fait Berlin, puis les UK. Et là, récemment, on est en train de bouger tous nos sales internationaux à Barcelone dans l'optique d'avoir 2 hubs et pour consolider un petit peu la culture, c'est plus simple. Okay. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai essayé les récemment, ils sont pas loin d'une 20aine. Donc c'est trop cool. Et d'ailleurs, dans les mêmes bureaux où j'étais de base, on a fait quelques allers-retours et là, on a des espaces bien plus grands. Mais trop cool de se voir, de se dire qu'au début, j'étais tout seul à essayer de trouver des gens avec qui je pouvais échanger de temps en temps pour améliorer un peu mon quotidien. Et de voir qu'aujourd'hui, ils sont une 20aine. Et encore une fois, que je te disais que l'international, ça fait quasiment 70%. Donc, c'est hyper cool de voir cette évolution et c'est assez rewardant pour moi, je trouve. Donc voilà. Tu parlais du fait que un moment, au bout de 8-12 mois, tu te posais la question de partir en banque d'AF pour une question de rigueur et peut-être de capacité de travailler beaucoup. Quand on t'entend, justement, j'ai l'impression que c'est plutôt la voie que tu as choisie, c'est justement travailler énormément parce que tu as dû faire le taf d'un founder en fait. C'était quoi la charge de travail que tu avais en ouvrant ce pays et comment tu l'as compensé? Est-ce que tu as la question classique en tant que premier employé ou dans les premiers employés et que tu fais ce type de move, tu essaies d'aller chercher de l'equity? Est-ce que c'était plutôt du salaire? Comment tu as compensé la charge de travail qui venait quoi? Il y a plusieurs points. Il y a pourquoi ne pas rejoindre la banque. Je pense que la première chose, c'est que moi, je m'étais dit de rejoindre pourquoi pas une banque ou un fonds pour 2 raisons, comme je te disais, la curiosité intellectuelle et un peu un sujet de FOMO social de faire ce que les autres font. Et le deuxième, c'est d'apprendre à travailler dur. Le premier, je pense que en travaillant aussi avec Alex, qui est aussi assez tôt a commencé à s'investir dans l'écosystème, a vite compris cet aspect chez moi et m'a nourri au quotidien en me donnant pas mal d'infos, d'insights, en m'apprenant comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai toujours nourri cet aspect-là en travaillant avec Alex et plus tard, par exemple, en créant Early Builder. Ouais, c'est hyper important. T'es allé chercher du mentorat aussi auprès d'autres fondeurs, d'autres exécutifs et tout, au-delà de Fleet? Pas forcément, c'était surtout avec Alex, mais du coup, on discutait régulièrement d'autres choses. Et je pense que comme toute personne aujourd'hui de notre âge, tu as envie d'être au courant un peu de tout, etc., au-delà de ton entreprise en tant que telle. Et le deuxième point, c'est travailler dur. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, maintenant, les startups qui fonctionnent bien, c'est des boîtes où tu as des gens qui sont hyper investis. Donc, en tant qu'early employee, tu vois l'aspect caring que tu donnes à ta boîte, l'importance que ça représente pour toi, mais aussi en termes d'investissement temps. Et je pense que t'as aucune boîte qui fonctionne où les gens ils font 9 to 5, tu vois, c'est pas possible. Et donc, pour répondre à ton point, quand je suis parti en Espagne, je me suis mis à faire les heures, finir assez tard parfois, à ressasser ça la nuit. J'ai quelques nuits un peu difficiles. Vraiment caring, mettre les heures, beaucoup d'investissement. Je sais pas si j'ai pas rentré ça à un taf de fondeur d'un point de vue où j'étais encore assez jeune. Par contre, en termes d'investissement, de get shit done, de vouloir à tout prix détester la défaite et refuser l'échec, ça c'était vraiment quelque chose qui m'habitait au quotidien. Même le week-end, tu vois, j'y pensais tout le temps. Et après, le dernier point, c'est l'equity. Je sais pas quelque chose que pour compenser. Je valorisais beaucoup l'apprentissage. Et aujourd'hui, je pense que ça m'a énormément appris en termes de résilience. Et après, c'est des discussions qui viennent au fur et à mesure, un peu plus tard, quand tu valorises et que tu comprends vraiment l'importance de l'equity, quoi. Mais à l'époque, c'était plutôt vraiment, je valoriserais beaucoup l'apprentissage et la chance que j'avais de faire ça, quoi. Et d'être un peu libre dans ta façon de travailler, quoi. Voilà. Je pense que sur des profils comme les nôtres, ce qui marche beaucoup, c'est à tout prix éviter le micromanagement, donner beaucoup de liberté, et que parfois, tu vois, on a des profils, on aime bien toucher à tout, et donc on va pas follow le playbook ou exactement la fiche de poste parce que on va vouloir toucher à d'autres sujets, intéresser à pas d'autres sujets. Mais je pense que laisser de la place, c'est hyper important, versus se sentir un peu, c'est pas agressé, mais avoir un gars qui est toujours au-dessus de toi, te dire il faut faire ci, fais pas ça. Et non, je pense que ça fonctionne pas. Ouais. Justement sur ça, donc forcément quand t'as des grosses responsabilités au sein d'une boîte,
t'as aussi des moments peut-être un petit peu plus durs qui arrivent. Mm. Est-ce que t'as en tête des moments qui étaient compliqués, des mauvaises passes? Tu vois, t'as parlé de haut et de bas sur l'aventure. Bah, je pense que ouais, en Espagne, tu vois, pour être hyper honnête, nous, on a une culture de la transparence sur les chiffres. Donc, on a un data studio où tu as tes chiffres affichés. Et en fait, tu te lèves le matin, tu vois tes chiffres. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont publics au vu de tout le monde. Tu vois, donc, tu peux pas te cacher. Je pense que ça a beaucoup de positifs, mais ça a aussi un aspect qui est que si ça va pas, tu le vois au quotidien. Et donc, par essence, ce sujet d'ownership, je l'avais au quotidien de me dire ça repose que sur moi, faut que je me démerde, faut que je trouve des solutions. Et le deuxième point, c'est aussi peut-être une pression que tu te mets toi-même en te disant faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, ça va pas, bouge-toi le cul. Enfin, c'est un peu, voilà, ça c'est vis-à-vis de moi-même. Et ouais, donc j'ai eu un moment où un moment c'était assez compliqué parce que pourtant ça allait bien, mais j'ai l'impression que ça allait pas assez bien et je me disais ça va pas. Et puis quand t'es jeune, t'as du mal à prendre du recul là-dessus. Tu vois, j'avais 24, je crois, 23 ans. Et donc t'as du mal à prendre du recul, à séparer le pro du perso et à te dire que c'est fine, tu vois. C'est fine, ça va. Et donc je pense qu'avec le recul, ouais, ça m'a beaucoup appris par la suite de dire que quand tu as des moments durs, comment tu te gères. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance au sport, la course et tout. Et donc, bon, quand t'es pas bien, tu te mets à courir, tu prends parfois des vacances. Il y a des moments où faut un peu stopper, quoi, prendre des breaks. Et je pense que ça m'a beaucoup appris, voilà, la résilience, comment s'auto-gérer, c'est haut, c'est bas. Parce que, ouais, les startups, tu vois, ça fait 6 ans, moi, ça fait 4 ans et demi que je suis là. C'est un cycle, c'est pas du court terme, c'est du long terme, quoi. Donc voilà, et par la suite, sur d'autres moments où je sentais que j'avais fait des sprints, tu vois, ça m'est arrivé récemment ou l'année dernière de me dire, bon, voilà, faut que je prenne une semaine de vacances, je fais un gros sprint, puis après je repars, et puis là je suis revenu de vacances il n'y a pas longtemps, j'ai full énergie, quoi. Et je pense que c'est hyper important. T'as jamais eu le syndrome de l'imposteur? Tu vois, quand t'as 23, 24 ans, tu ouvres des pays, tu recrutes, tu fais plein de choses. Est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, un petit peu. Après, moi, j'ai toujours eu une culture très de doueur, de pas surréfléchir. Donc, j'étais toujours à me dire, bon, j'ai ma to-do, quoi. Je fais ci, je fais ça, je veux l'exécuter, je veux trouver des solutions. Et donc, finalement, tu réfléchis pas trop. Et puis après, je pense qu'avec des personnes seniors ou avec des stakeholders externes, il faut que tu fasses à ces seniors. Donc, par essence, tu prends un peu cette posture. Et après, vis-à-vis de l'interne, je pense que quand tu délivres et que tu démontres, tu vois, c'est lead by example, quoi. C'est tu exécutes, tu délivres, et puis après, c'est normal que ta place évolue au fur et à mesure. Ouais. Donc, pas tellement, je pense. Ok. Je me rappelais, j'avais écouté un podcast de Maxime de Verrode qui parlait de son expérience chez Rocket, et il expliquait un petit peu ce syndrome d'imposteur que tu peux avoir quand t'es jeune et que tu fais ce type de move, quoi. Ouais, après nous on a une culture de boîte, on est tu vois, on recrute beaucoup des profils qui sont encore assez jeunes, tout est relatif, mais pas forcément 22 ans, mais qui ont vraiment la dalle, une volonté d'apprendre. Et donc du coup on n'a pas, tu vois, notre moyenne d'âge, elle doit être autour de 28-30 ans. On n'a pas tellement de profils qui ont la quarantaine où là tu peux te dire oula, qu'est-ce que je fais vis-à-vis d'eux, je lui dis de faire un truc, je suis qui pour lui dire ça. Okay. On n'a pas trop cet aspect-là. Comment il y a souvent un syndrome aussi chez les premiers employés au fur et à mesure que ton poste évolue dans la boîte, tu te retrouves à faire des tâches un petit peu plus précises et tu t'enfermes dans certaines tâches parfois. J'ai l'impression que c'est pas ton cas. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as toujours réussi à garder une position un peu transverse dans l'entreprise? Comment tu as fait? Est-ce que c'est pas le cas et du coup comment tu arrives à garder la motivation? Ouais, écoute, je pense que la première chose moi que je me suis toujours dit et qui a toujours été importante et pour moi, c'est d'avoir de l'impact. Je pense que tu peux facilement te retrouver dans un poste où t'as envie de toucher à tout. Et 2, t'es une espèce d'ops et tu touches à tout, mais en fait, tu mets ta pierre un peu à l'édifice, tu connais, t'es un facilitateur interne, tu vois, mais en fait, qu'est-ce que finalement,
sur quel sujet tu vas aller deep et quel est l'impact réel que tu vas avoir. In fine, en fait, si tu touches un peu à tout, bah, tu peux te retrouver à avoir un impact un peu limité sur plein de sujets versus restreindre et aller un peu plus deep, comme tu le dis. Donc moi, c'est toujours été important pour moi. Donc typiquement le launch en Espagne, en tant que chief of staff et tout. Mais après, par essence, il y a eu, même en tant que chief of staff, il y a des moments où je me suis retrouvé où j'avais du mal à trouver ma place. Pourquoi ? Parce que en fait, par essence, ce job, selon les périodes, tu vas travailler sur plein de sujets différents. Et donc, si les gaps ils se filent au fur et à mesure, en fait, comment ta place elle évolue. Et donc, je pense que la question que je me suis toujours posée, que j'ai toujours essayé de me poser, c'est OK, quel est mon scope vraiment ? Quels sont les prios de la boîte ? Quel est là où je peux avoir de l'impact ? Et donc, si pour donner des exemples précis, tu vois, moi j'ai beaucoup recruté nos GM locaux. Ça, c'était hyper important. C'était des trucs qui, parfois, des tâches qui étaient assez hyper stratégiques, mais qui prenaient beaucoup de temps. Tu vois, là, on est en train de lancer les US. Les premiers clients, les premiers revenus, c'est moi qui suis allé les chercher moi-même. À finir, à faire des heures un peu tard, à commencer à 9h, à finir à minuit, 1h. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie aussi beaucoup. C'est, mec, tu génères X cas de CA, tu fais grossir la boîte. Voilà, ça c'est des trucs vraiment impactful. Donc mon scope, il s'est un peu affiné au fur et à mesure. J'ai quand même pas mal de place, mais la constante, c'est la recherche d'impact. Okay. Et ça, c'est un truc que je conseillerais pas mal aux gens qui deviennent early employés, quoi. C'est quoi l'ambition avec Fleet ? Tu disais que c'était une des rares boîtes qui fait plus de 20 millions, je pense, de chiffre d'affaires qui sont pas VC-backed. Ouais. C'est quoi la culture ? C'est quoi l'ambition ? Où est-ce que vous voulez aller ? C'est un bon point. Du coup, il y a deux choses, il y a la culture et l'ambition. L'ambition, je pense que tu vois, avoir l'ambition de faire une boîte bootstrap qui devient une licorne, c'est un peu utopique. Donc non, l'idée c'est d'avoir une boîte qui est leader de son marché, qui est présente à l'international, de la pousser le plus loin possible. Mais on n'est pas là de se dire à faire des plans à 10 ans en disant comment on va devenir une licorne. En tout cas, pas encore. Et donc, tu vois, là, aujourd'hui, je pense qu'on avait un gros player qui s'appelait Ophi qui a été racheté par Deal. Et aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on est là, dans notre segment de marché, la boîte leader en Europe maintenant. Et on va partir aux US parce que les US, c'est le plus gros marché et on pense que tu vois, là, on est aux alentours de 25 millions de chiffre d'affaires. On pense que d'ici 1 ou 2 ans, on peut aller rapidement chercher les 50 millions de CA et plus, tu vois. Donc voilà. Et le deuxième point, c'est la culture. Moi, c'est quelque chose qui est hyper important chez nous. Et en fait, quand tu es jeune, tu le comprends pas forcément, mais plus tu grandis, plus tu le perçois. Mes deux founders viennent de Rocket, donc c'est une culture très de l'exécution, de l'ownership, accountability, très data-driven aussi. C'est de dire, OK, comme je te disais, nous on recrute des profils assez jeunes qui ont vraiment la dalle. Tu leur donnes beaucoup d'espace, mais par contre, de responsabilisation, tu vas les accompagner, les mentorer et tout. Mais par contre, t'attends beaucoup d'eux. Voilà, une vraie rigueur. On met de la data partout, sur toutes nos équipes. Et on va attendre, on a des objectifs ambitieux, on va leur demander beaucoup. Et donc, c'est une culture très de l'exécution, de la méritocratie aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été promotes, comme j'ai eu la chance, parce qu'ils ont délivré, parce qu'ils ont grandi. De la comptabilité, de la data, comme je te disais, avec notre data studio. Et on n'est pas une boîte où on fait trop de politique, on surréfléchit tout, on fait des strats à 3 ans. Non, c'est exécution, get shit done, le revenu first, accountability, on se donne, on est une équipe de rugby et on push, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui vient des deux founders qui ont fait Rocket et qui font qu'aujourd'hui, on en est là où on est, je pense. Donc et c'est un truc que j'ai compris, moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, aujourd'hui, quand tu commences une boîte, t'es jeune, tu te dis, mais pourquoi on parle de culture ? Qu'est-ce que la culture ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est ce qui te fait aller loin, c'est ce qui te fait tenir dans les moments un peu plus durs. Et aussi, c'est ce qui fait te dire que
tout le monde n'est pas forcément fait pour ta boîte, quoi, mais c'est OK. Comment vous l'imprégnez, la culture? Vous avez un culture deck que vous envoyez à tous les employés. Toutes les semaines, vous vous rappelez les principes et tout, ou dès le début, les gens savent et du coup, on n'en parle plus après? Ouais. On a créé, il y a des gens, j'avais créé il y a 2 ans avec ce culture deck avec Alex, et on l'a pas forcément fait évoluer depuis. Donc, je pense qu'on en a un, qu'on répète un peu tous les employés lors de l'onboarding. Après, c'est pas la chose en tant que telle. Non, je pense que c'est plutôt, je pense que ta culture, c'est comment tu réagis en fonction de certaines situations. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont pas, comment tu vas l'exprimer, comment tu vas onboarder quelqu'un, comment tu vas recruter, comment tu vas créer cet élan aussi au sein de la boîte. Donc, je pense que c'est quelque chose pour nous qui est plus situationnel versus trop réfléchi. Enfin, tu vois, on a des principes qui sont, tu vois, accountability, on a candor, savoir faire des feedbacks qui sont un peu tough parfois. On a, bref, on a d'autres. Et c'est des mots, tu vois, c'est des mots. Je pense que c'est plutôt situationnel. C'est-à-dire, là, mec, ça va pas. Et tu vois, être parfois un peu tough, le dire et ne pas hésiter. Donc, c'est plutôt situationnel. Comment tu réagis à certaines choses. Tu ne laisses pas passer certaines choses aussi, versus trop surpenser, surmarketer. Sur tous les supports de com, je sais pas quoi en interne, on n'est pas très comme ça, quoi. Donc les gens te voient faire et après ils l'appliquent à eux-mêmes, du coup. Ouais, ouais, je pense que exactement. Peut-être pour conclure, c'est quoi pour toi un bon premier employé? Est-ce que c'est une carrière qui est faite pour tout le monde? Évidemment non. Pour qui c'est pas forcément fait? Est-ce que tu as pu réfléchir sur tes 4 ans chez Fleet sur ça? Ouais. Moi, je pense que la première chose, c'est que parfois, il y a des potes et des gens qui sont dans d'autres types de métiers qui comprennent pas forcément, c'est l'aspect investissement. Je pense que early employee, si t'es pas prêt à t'investir en termes émotionnels, en termes d'heures, en termes d'exposition, tu vois, je pense que, tu vois, une boîte, c'est beaucoup montrer ce que tu fais. C'est les founders qui font ça, mais c'est aussi ton job, entre guillemets, d'accompagner des founders là-dedans, de te montrer, de parler dans l'écosystème, de pitcher ta boîte, partout où tu vas, quoi. Et je pense que moi, tous mes potes, ils savent ce que je fais parce que j'arrête pas d'en parler et parce que ça fait partie du truc. Donc, je pense que c'est l'investissement en termes de temps, émotionnel, etc. Donc ça, c'est la première chose que je dirais pour être early employé. Et la deuxième chose, je pense que si tu veux, si tu surréfléchis trop ou si tu veux pas mettre les mains dans le cambouis, c'est pas fait pour toi. C'est-à-dire que une boîte, parfois tu te retrouves avec des merdes à gérer, des trucs relous. Donc soit des problèmes à gérer, soit des tâches qui sont purement de l'exécution et il faut pas trop réfléchir. Parfois, je sais pas, tu te retrouves un vendredi à 23h à finir une merde alors que t'as tes potes qui sont en soirée, c'est fine, tu vois. Donc je pense que c'est aussi pas mal de l'humilité. Un mec qui se prend pour tu vois le king ou je sais pas quoi et qui veut juste faire de la strat, pas d'exécution, je pense que c'est pas fait pour toi. Ok, je pense que c'est ce qui ressort pas mal. Même Victoria, et Louise et tout, elles nous ont fait le feedback. Donc hyper intéressant. Baptiste, je te remercie pour ton temps. Honnêtement, plein d'éléments qui ont jamais été dits ici. Donc hâte de voir les retours qu'il y aura. Et puis force avec Fleet. J'espère que vous allez aller loin. J'espère que vous allez conquérir le marché US. Tu disais pas pour ambition de devenir une licorne, mais en vrai, si vous arrivez à aller là-bas et à conquérir le marché, ça peut faire quelque chose de beau. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Trop cool. Merci encore. Merci Baptiste.